Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Clément Potier de Loom, une marque de fringues éthique qui fait rien comme les autres et chamboule beaucoup le monde de la mode et même au-delà. Salut Clément. Salut Pierre. Alors cet épisode est en partenariat avec la NEF, une banque éthique et coopérative qui finance que des projets engagés comme Loom justement. Vous le savez, ça fait longtemps que je bosse avec la NEF et cette année, on a décidé de faire une trilogie, une série de 3 podcasts. Donc là, c'est le premier où je vais à la rencontre de projets qui ont été financés par la NEF et que moi, j'ai choisi ce que je kiffais le plus. Faut pas le dire aux autres. Et aujourd'hui, il s'agit de Loom. Alors Loom, vous avez commencé parce que tes collègues, Guillaume et Julia, on avait assez des pulls qui boulochent et des t-shirts qui se déforment au bout de 3 lavages. Donc ils ont voulu fabriquer les leurs. Et là, ils ont un peu tiré le fil, justement, et découvert les coulisses de la fast fashion. Donc, je vais pas vous faire tout un épisode sur la fast fashion, on en a déjà fait, mais pour vous la faire courte, petite stat, l'industrie de la mode est responsable de 10% des gaz à effet de serre, c'est énorme. Et quand on achète un t-shirt Primark, je sais jamais comment on dit, fabriqué au Bangladesh, la couturière, par exemple, elle va être payée 100 € par mois. On peut se dire que c'est parce que c'est un pays pauvre, mais non, même en France, l'équivalent en termes de pouvoir d'achat, c'est 400 € par mois. Pour 60 heures semaine, sans congé payé, sans retraite, congé mat, sans chômage, etc. Et en fait, c'est assez logique. Voilà. Quand tu payes un t-shirt 5 €, il n'y a pas d'argent qui peut aller dans les salaires. Et en plus, les usines rejettent les eaux usées dans les rivières. Et côté consommateur, qui va prendre soin d'un t-shirt à 5 € si tu l'abîmes un peu, quoi. Résultat, aujourd'hui, on achète en France 2 fois plus de vêtements neufs que dans les années 80. On en achète 40 par an. Donc voilà pour le contexte, avec une présentation éclair de la fast fashion, parce qu'aujourd'hui c'est justement plutôt le côté alternatif qui nous intéresse. Et chez Loom, justement, ça se passe pas vraiment comme ça. Est-ce que Clément, tu peux nous présenter Loom tout simplement ? Avec plaisir. Loom, c'est une marque de mode éthique qui cherche à faire les vêtements les plus durables possibles. Et on entend durable, nous, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire durable dans le sens qui dure longtemps dans le temps. Et pour ça, on fabrique des vêtements avec des matériaux de qualité qu'on va tester en laboratoire pour être sûr que, par exemple, un pull ne va pas boulocher, un t-shirt ne va pas vriller ou une chemise ne va pas rétrécir au lavage. Ouais. Et durable aussi dans le sens de qui fait le moins de mal possible à la planète, aux humains qui la peuplent et aux humains qui fabriquent ces vêtements-là. Avec une dernière dimension qui est que on essaye aussi de faire en sorte que les gens qui visitent le site de Loom ou qui viennent en boutique ne soient pas trop incités à consommer, puisque le principal problème de l'industrie textile, en fait, c'est les volumes qu'elle produit, c'est la quantité de vêtements qui est mise sur le marché. Donc, on essaie de faire en sorte que les gens ne soient pas trop incités à acheter. C'est perturbant, en fait, d'entendre une marque qui dit nous, notre but, c'est pas de vous inciter à consommer. T'es là, ok. Et justement, c'est ça aussi qui fait votre succès, c'est votre vision au-delà de vos super vêtements qui inspire beaucoup de boîtes bien au-delà du textile. La base dans votre secteur d'une marque de fringues écolo, souvent ça va être d'utiliser que du coton bio, même si ça coûte plus cher, parce que le coton conventionnel utilise énormément de pesticides qui flinguent notamment la biodiversité. Mais tu l'as dit, rapidement, vous avez réalisé que le truc numéro 1 pour rendre la mode moins polluante, c'est juste de produire moins en fait. Donc, ouais. Concrètement, il n'y a pas de collection chez vous. Ouais. Ça dépend des 15 jours, 6 mois, ça dépend des marques. Vous faites que des pièces intemporelles. Donc, souvent, plutôt des trucs unis que tu peux mettre, les gens auront envie de porter longtemps. Et vous fabriquez le plus localement possible en France et au Portugal. Mais, tu l'as dit, le meilleur moyen de produire moins de vêtements, c'est déjà d'inciter à moins consommer. Donc, pas de solde, pas de prix en 9,99 et effectivement, surtout, pas de pub. Tu peux nous parler de ce choix fort de ne pas faire de pub ? Ouais, en fait, c'est quelque chose qui nous est venu pas forcément dans l'immédiat. Au départ, quand on a monté Loom, de façon un peu naïve, on se disait la meilleure façon de faire en sorte que les gens ne rachètent pas de vêtements, c'est que ils aient pas besoin d'en racheter parce que les vêtements ne s'abîment pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est parti au départ sur les gens achètent des vêtements parce qu'ils en ont besoin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on s'est dit, pour qu'ils en aient pas besoin, il faut que les couleurs tiennent bien, que ça se déforme pas, etc., etc. Tout ce dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on s'est rendu compte d'un truc qu'on avait, je pense, un peu sous-estimé au départ, qui aujourd'hui est une évidence, qui est que, non, en fait, il y a aussi une grande partie de la raison pour laquelle les gens achètent des fringues,
c'est parce qu'ils ont envie de les acheter. Et cette envie-là, elle sort pas de nulle part parce que ils voient des pubs sur les réseaux sociaux, parce que les modes changent. Et donc, il y a une sorte de pression, d'incitation à consommer partout, quoi. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que si on ne traitait pas non plus ce sujet de la publicité, de la promotion, du renouvellement des collections, etc., en fait, on passait à côté d'un énorme truc, quoi. Donc, c'est là où, en fait, on s'est dit, cette brique incitation à consommer, elle est quasiment aussi importante que la brique durabilité du vêtement. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, pour être cohérent, on va prendre ces engagements-là. Pas de collection, donc pas de renouvellement de collection et donc pas de désir généré par simplement des nouvelles pièces qui arriveraient, comme tu dis, tous les 15 jours ou tous les mois. Pas de promotion pour éviter pour éviter que les gens se disent si je l'achète pas maintenant, demain ce sera plus cher. Pas de Black Friday. Pas de Black Friday, pas de tout ce que tu veux, de soldes, etc. Des prix justes toute l'année. Et puis pas de publicité, qui est le truc le plus compliqué quand même, parce que derrière il faut que Loom vive et donc que Loom grandisse un peu au départ et puis continue à grandir un peu aujourd'hui, etc. C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent les marques de mode éthique, forcément ça coûte plus cher que la fast fashion, mais souvent ça coûte beaucoup plus cher. Chez vous, il y a vraiment cet effort de faire en sorte que ça coûte pas un rein non plus. Et en fait, paradoxalement, le fait de pas avoir de collection, du coup, vous avez très peu d'invendus et donc vous pouvez faire beaucoup plus des économies d'échelle et proposer des prix plus abordables. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Ouais, exactement. C'est le petit moment un peu contrôle de gestion. C'est pas forcément le truc le plus passionnant, mais c'est vraiment ça. Si on se dit qu'en moyenne, une marque de vêtements, elle investit 30% de son chiffre d'affaires en publicité, mécaniquement, si nous, on n'investit pas du tout en publicité traditionnelle, soit on se gave et on fait 30% de marge de plus que tout le monde, ce qui est la version un peu diabolique de la vision des choses, soit on fait ce qu'on fait nous, en réalité, qui est que du coup, on baisse nos prix de 30% par rapport au marché, et à niveau de qualité équivalente, on arrive à proposer des tarifs qui sont vachement plus intéressants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un t-shirt chez Loom, ça coûte, entre guillemets, que 25 €. Donc oui, par rapport à du H&M, Zara, Primark ou autre, c'est 4-5 fois plus cher, mais par rapport à la moyenne du marché de la mode éthique, en réalité, c'est facile 2 fois moins cher, quoi. Mais c'est intéressant parce que au lieu, du coup, ce qui coûte cher aussi, c'est de designer, d'inventer, de trouver des nouveaux partenaires pour créer ces nouveaux patrons, ces nouveaux vêtements. Alors que là, du coup, au lieu de se dire, on va faire plus, vous dites, on va faire juste la même chose, mais mieux chaque année. Et donc forcément, les fringues sont de mieux en mieux sans avoir les coûts de lancer des nouvelles collections et tout ça. Ouais. Et par rapport au choix de ne pas faire de pub, alors, je suis trop fan de votre blog, on va en parler après, mais vous faites vraiment l'effort d'expliquer au maximum votre démarche. Vous écrivez, par exemple, on pense que pour faire connaître une entreprise, le moyen le plus vertueux, c'est de dire des choses intéressantes plutôt que de faire de la pub. Et donc, pour vous, c'est beaucoup plus durable d'écrire un article qui restera tout le temps sur votre blog, qui explique tous les coulisses et pourquoi vous avez fait tel micro-choix de matière, de tissage, etc., plutôt que de créer une affiche qui sera retirée du métro au bout de 10 jours. Mais forcément, du coup, sans pub, vous grandissez moins vite. Mais j'ai l'impression que ça vous va, en fait, parce que vous revendiquez un peu le fait d'être une anti-startup. Le principe d'une startup, c'est justement de changer d'échelle et très vite. Sauf que quand on fait les choses trop vite, on les fait moins bien, voire on coule la boîte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté anti-startup et votre rejet de ce modèle des startups? On s'est rendu compte que ça fonctionnait surtout pas pour nous parce que c'était simplement pas en ligne, pas cohérent par rapport au reste de nos valeurs. On peut pas se revendiquer faire de la mode éthique et faire ce qu'on appelle la slow fashion tout en multipliant les levées de fonds et en investissant dans tous les sens. On préfère se revendiquer comme étant une PME, tout simplement. En fait, n'ayons pas peur des mots. C'est moins sexy, mais ouais, c'est un peu moins sexy, mais c'est la réalité. Mais ça le redevient, en fait. Ouais, c'est ça. Et nous, en fait, on en est venu là aussi en se rendant compte que les gens qui ont l'habitude de financer des projets émergents ne comprenaient pas notre point de vue, notre vision des choses, cette volonté de ne pas faire de publicité, de grandir tranquillement, de ne pas grossir à tout prix trop vite. En fait, non, nous, on n'est pas à l'aise avec ce modèle-là.
on n'est pas à l'aise avec ce modèle d'hypercroissance qui, en fait, sacrifie plein de trucs sur le bord de côté. Hein. C'est le bien-être des salariés, c'est la qualité des produits. Tu vas faire plus de pub plutôt que d'améliorer tes fringues. Voilà, exactement. Donc, on a décidé de ne pas jouer ce jeu-là, puis d'incarner à fond la logique de la slow fashion en disant, c'est moins de vêtements, moins de collections, un rythme de développement moins rapide, un rythme de croissance beaucoup moins rapide aussi, avec tout ce que ça implique derrière. C'est aussi plus dur, c'est aussi plus long, il faut avoir les reins plus solides, certes, mais c'est aussi plus sain, parce que on n'est pas sous perfusion de publicité. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on en est à un stade où, après avoir beaucoup travaillé, beaucoup galéré pendant plusieurs années, le truc s'est mis en place. Comme une PME qui tourne bien, en fait. Parce que ouais, c'est ça. Je sais pas si les gens ont conscience que 90-95% des startups, en fait, toutes, on leur demande en gros, soit tu vas conquérir le marché, et tu as peut-être 5% qui arrivent et qui vont dominer mondialement, limite, soit tu coules et tant pis, mais eux, ils vont se faire de la thune sur les 5% qui ont percé, quoi, et tant pis pour les 95% autres. Mais du coup, c'est comme un arbre qui aurait pas eu le temps de faire des racines solides. Et forcément, si tu as une croissance trop rapide, il y a une étude sur plus de 3000 startups de Stanford qui montre que la cause principale des échecs de startups, c'était justement la croissance prématurée, quoi. C'est comme les agriculteurs où ils disent, je sais plus ce que c'est l'expression, mais voilà, faut pas tirer sur les laitues, ça les fera pas pousser plus vite, quoi. Ouais, exactement. Et pour rester dans les métaphores un peu sylvestres et agricoles, on aime bien nous dire que en fait, ce qui marche le mieux, c'est de construire un écosystème. Et en fait, une forêt, c'est pas juste un arbre gigantesque qui prend la place de tout le monde. Ce qui fonctionne dans un écosystème comme une forêt, c'est le fait qu'il y ait plein de petits arbres avec des arbres petits, des arbres plus grands, etc. Et nous, on a cette vision-là aussi dans l'univers du textile qui est celui dans lequel on évolue. On n'a pas pour ambition d'être le baobab qui écrase tout le monde. Par contre, être dans la forêt de plein de marques qui font des choses à la bonne échelle, avec les bonnes façons de faire, ça nous paraît être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus résilient sur le long terme. Et puis, pour continuer sur les métaphores, effectivement, ta boîte résiste aussi beaucoup mieux au moindre choc, une crise, un mauvais recrutement, peu importe, quelle que soit la raison. Si elle a des racines profondes... Ouais, c'est ça. C'est la métaphore du roseau, quoi. Merci La Fontaine, hein. Il avait déjà tout compris il y a 300-400 ans. Mais non, mais c'est exactement ça. On l'a vu pendant le Covid, hein. On a relativement peu souffert par rapport à plein d'autres. Ouais. Et donc, effectivement, vous vouliez faire une levée de fonds, mais les investisseurs classiques, ils étaient là, mais vous voulez pas créer une boîte à 1 milliard? Je comprends pas. Vous voulez pas conquérir le monde? Non, nous, on veut ralentir, en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on parlait pas le même langage, on n'était pas dans les mêmes dimensions. Et pourtant, et ce qui était rigolo, hein, pourtant à l'époque, on avait nos bureaux à Station F. Donc, on était vraiment entouré de gens qui avaient cette ambition-là de changer le monde. Mais nous, c'était en ayant le moins d'impact possible. Et c'est un peu le paradoxe. Et les gens aujourd'hui veulent faire des boîtes à impact. Nous, c'est un peu l'inverse, quoi. On veut faire les boîtes avec le moins d'impact possible, dans le sens où on veut pas ponctionner trop de ressources sur la nature, et on veut que ce soit le moins douloureux possible pour les humains, pour la planète, pour tous les écosystèmes, le climat, etc., quoi. Donc là, vous vous êtes dit, ok, un emprunt classique, ça va être compliqué. Et donc comment la nef vous a aidé concrètement? Ouais, en fait, à partir du moment où on s'est dit, ok, l'investissement classique, le capital risque classique, c'est pas pour nous, on va aller voir des banques. Et donc, on est très vite tombé sur la nef, parce qu'on avait aussi à cœur d'aller solliciter un acteur bancaire qui pouvait partager nos valeurs. Il n'y a pas 50 000 acteurs éthiques dans l'univers bancaire. La nef arrive en vrai en numéro 1. Et dès 2019, ils nous ont accompagnés avec un premier prêt, qui était un prêt vraiment de lancement, qui nous a permis de financer les premières productions. Et ils sont revenus en 2022, au moment où on a eu à nouveau besoin d'eux pour ouvrir la boutique qu'on a ouverte à Paris. C'est quoi l'adresse, s'il y a des Parisiens qui nous écoutent? S'il y a des Parisiens qui nous écoutent, c'est au 4 rue Barbette, dans le 3e arrondissement, en plein cœur du Marais, dans une petite rue un peu calme, pas très passante, mais entourée des rues les plus passantes. Donc, si vous voulez un peu souffler un coup après le Covid, samedi, voilà. Ouais, c'est ça, à côté des falafels. Sinon, évidemment, il y a le site de Loom. Loom, ça s'écrit L-O-O-M pour info. Et une autre valeur forte chez vous, c'est la transparence. Vous avez donc un blog d'éducation populaire qui s'appelle La mode à l'envers, où vous partagez des conseils pour que nos vêtements durent plus longtemps, par exemple. Ce qui vous fait perdre de l'argent quand même, faut conscientiser le truc. Par exemple, le premier truc, j'y avais pas pensé, c'était de moins laver nos vêtements, pour info.
Vous listez aussi toutes vos usines partenaires et la dernière fois que vous y êtes allé. Bref, vous jouez la transparence à fond jusqu'à raconter vos galères un peu comme un Véja en fait. Et notamment au tout début de Loom, il y a cette histoire géniale de la chemise qui ne tâche pas. Est-ce que tu peux nous la raconter? C'est un bon fail, mais qui nous a appris plein de trucs. En gros, on se parle de ça, c'était il y a 2016-2017. Rendez-vous avec notre fournisseur de tissu de chemise qui nous dit il faut absolument que vous rencontriez un tel. Il a un produit révolutionnaire, c'est un tissu de chemise déperlant, c'est-à-dire sur lequel le liquide coule sans pénétrer dans la fibre, ce qui fait que tu peux te renverser un verre de coca, un verre de vin, un verre de jus de fruits ou quoi que ce soit sur ta chemise, elle ne tâche pas. Donc on se dit faisons le test, c'est rigolo, on monte un premier proto, on se rend compte que ça marche hyper bien, on fait une vidéo super marrante où je me retrouve sur les toits de Paris à me faire asperger de jus de fruits et de coca en plein mois de décembre pour prouver que le truc fonctionne. Et donc on lance cette chemise, on la vend, pas de problème, les gens sont globalement au départ assez contents, sauf que c'est une de nos chemises tourne entre les mains d'un des journalistes du blog Bungle, blog de référence sur la mode masculine, et qui à l'époque vraiment était énorme. Enfin, ils sont encore énormes, mais à l'époque c'était vraiment le truc que beaucoup de gens lisaient. Et c'est le premier vêtement de chez Loom qu'ils testent. Et en fait, ils détruisent la chemise. Ils expliquent par A plus B tous les problèmes qu'ont cette chemise, à commencer par des problèmes de coupe, sur un col trop petit, sur un ressenti bizarre de la chemise, ça donnait un peu chaud, etc., etc. Bref, ils listent plein d'arguments qui à la fin concluent par c'est une bonne idée, mais en fait, à la fin, ça marche pas très bien. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est genre, franchement, pas cool. Enfin, vraiment, nous, on se décarcasse à faire des vêtements un peu innovants et on se fait tailler comme ça par des gens qui, franchement, s'ils accompagnent pas un peu les marques comme nous, pas cool, quoi. Et en fait, à la réflexion, on s'est dit non, mais en fait, peut-être que Bungle, ils ont raison. Et donc, on a repris notre chemise, on a fait des tests, on l'a reporté plusieurs semaines, plusieurs mois et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que, non, Bungle, ils avaient complètement raison. En fait, c'était une très mauvaise chemise. Ça allait pas. On avait un peu péché par orgueil. On s'était un peu laissé embarquer par le discours commercial des gens qui nous avaient vendu ce tissu extraordinaire, qui s'avérait ne pas être si exceptionnel que ça. Et surtout, qui était un truc dont les gens avaient pas véritablement besoin. Et en fait, c'est un épisode qui nous a vachement marqué parce que ça nous a fait prendre conscience d'à quel point, développer un produit, ça pouvait pas se faire en quelques semaines. Ça devait prendre parfois plusieurs mois, plusieurs années même. Le jean qu'on a lancé il y a 2 ans, on a travaillé pendant 3 ans dessus. Et en fait, ce mauvais article de Bungle a été un peu le fondement de la façon dont on construit le développement produit chez Loom aujourd'hui, avec les fameux tests en laboratoire dont je parlais tout à l'heure, avec des tests au porté, avec des tests de personnes autour de nous qui éprouvent en conditions réelles le vêtement, et à qui on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux à chaque fois. Et donc, c'est comme ça qu'on en vient aujourd'hui à mettre un vêtement sur le marché dont on est sûr qu'il est non pas correct, mais au moins égalant les standards de ce qui se fait de mieux, et que au fur et à mesure du temps, en récoltant les avis de nos clients, on arrive à améliorer ce produit. On dit qu'on n'a pas de collection, par contre, on a des générations de produits. C'est-à-dire qu'on améliore les vêtements d'une production à l'autre, un peu comme une appli mobile où il y a des releases régulières où on passe de la version 1.1 à 1.2. J'étais plus sur l'artisanat, mais ça marche aussi. Ça marche aussi, mais voilà, pour rester dans la startup nation quand même, pour pas trop s'en éloigner. Encore une fois, comme pour la pub où tu sais que c'était pas dès le début, je trouve ça assez inspirant aussi de dire voilà, oui, il y avait une volonté. Peut-être vous n'utilisiez pas le mot militant, juste écolo, je sais pas, au début, mais en fait, ça s'est construit aussi au fur et à mesure par la pratique et par l'apprentissage. Donc voilà, si vous avez en tête un projet et que vous n'avez pas une vision incroyable et tout dès le début, enfin, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple d'humilité où non seulement vous n'êtes pas juste dit c'est des gros cons, vous êtes dit en fait peut-être qu'on a merdé et on va creuser, mais en plus voilà, vous racontez l'histoire pour partager au plus grand nombre et pour montrer que vous n'êtes pas parfait et pour aussi inspirer peut-être d'autres PME ou startups qui se lancent. En l'occurrence, voilà, vous aviez votre part de responsabilité dans le fait que voilà, vous avez proposé un truc nouveau, shiny qui brille. Tu te dis c'est cool, mais vous aviez pas forcément tout double checké. Mais du coup, c'est ça qui après vous a permis de mettre en place plein de process avec voilà un responsable qualité, avec des briefs beaucoup plus détaillés, en arrêtant de bosser avec certaines usines qui sont pas assez fiables et arrêter de surpromettre.
Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça m'inspire deux trucs. Le premier, c'est là aujourd'hui sur notre site, quand tu vas sur n'importe quelle page produit, il y a un onglet qu'on a ajouté il y a 1 an, il y a 2 ans même, qui explique un peu comment ce produit va vieillir et où on est hyper transparent. Okay. On dit, votre jean, en fait, on a tout fait. On a fait des centaines de tests en laboratoire pour faire en sorte qu'il ne trouve pas à l'entrejambe. Mais en fait, à la fin, un jean en coton, ça peut toujours finir par trouver à l'entrejambe. Ce sera 2 fois plus tard que la moyenne. Regardez, voilà les tests, on vous montre. Par contre, à la fin, ça peut toujours trouver parce qu'un vêtement increvable, ça n'existe pas. Et puis, nous, c'est aussi un truc qu'on a remarqué au départ, c'est un peu moins le cas, mais à une époque, quand on allait rendre visite à nos usines et qu'on parlait qualité, les gens nous répondaient nouveauté. C'est-à-dire qu'on leur demandait, mais entre tel et tel tissu ou telle et telle manière de coudre un tissu, laquelle va être la plus résistante dans le temps et tout. Et les gens, parfois, comprenaient pas bien notre point. Ils étaient, ah non, mais en fait, ce dernier modèle, c'est le modèle le plus récent. C'est le mieux. Et parfois, non, pas du tout. il y a des façons de tisser qui existent depuis la nuit des temps, qui sont extrêmement solides. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Faisons ce qui marche, quoi. Aujourd'hui, vous êtes convaincu que le secteur textile, il pourra réduire ses émissions que si la loi oblige toutes les boîtes à changer, donc y compris vous. Comme on a passé des lois pour que les voitures ralentissent près des écoles, ou une loi sur le prix unique du livre, grâce à laquelle on a encore des petites librairies en France, etc. Dans la même idée. Donc là, on sort de Loom, vraiment, c'est hyper intéressant, votre action aussi au niveau sectoriel de l'industrie du textile. Vous avez co-créé un lobby positif avec 600 acteurs du textile français qui s'appelle En Mode Climat, pour que l'État vous régule, en fait, régule ce secteur qui est quand même en roue libre. Là, on a revu, c'était cette semaine, une stat où je sais plus, 25% des colis de la Poste, c'est Shine ou Temu. C'est un truc vertigineux, il me semble, c'est 25%. Et donc, il y a une loi anti-fast fashion qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Bravo. Exactement. Ouais, bonne victoire du début d'année, du mois de mars. Ouais, exactement. Ça a été un combat long et qui continue, mais à l'unanimité, l'Assemblée nationale au mois de mars a voté une loi qui vise à réguler la fast fashion, ses pratiques commerciales, avec le but partagé par plein de gens de faire en sorte que tout le monde soit régulé. Mais c'est-à-dire, nous aussi, l'ultra fast fashion, comme les fameux Shein, Temu et compagnie, la fast fashion qu'on connaît tous, qui sont principalement les entreprises du groupe Inditex et H&M et Primark, mais aussi, en fait, nous, les entreprises, globalement, on ne change pas toutes seules si elles ne sont pas contraintes. Et nous, on veut participer à faire en sorte que la contrainte qu'on pose aux entreprises du textile soit la plus cohérente, la plus logique possible, en participant à la réflexion autour de cette loi. Donc cette loi, elle est en construction. Il y a cette volonté de réguler, mais c'est pas encore c'est pas encore décidé exactement comment. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça risque de changer, et notamment du bonus-malus environnemental ? Ouais, il y a notamment cette notion de bonus-malus qui est, pour être très simple, un vêtement produit à l'autre bout du monde dans des conditions catastrophiques avec des matériaux catastrophiques va subir un malus, c'est-à-dire qu'en gros son prix va augmenter et que ce malus-là va servir à l'inverse à financer un bonus attribué aux entreprises qui essaient de fabriquer les choses de façon plus proche, avec des matières plus responsables, plus respectueuses de l'environnement. Donc ce truc-là est en cours de construction, mais la question c'est à quel moment on considère qu'un vêtement est un mauvais vêtement et qu'un vêtement est un bon vêtement. A priori, ce qui avait été proposé, c'est que tout ça repose sur l'affichage environnemental textile, donc c'est le fameux Nutri-Score du vêtement, devrait être le socle de ce potentiel fameux bonus-malus textile qui arriverait du coup dans un temps 2. Mais tout ça, ça reste à condition que le Sénat valide, que la loi ne soit pas totalement détricotée. Ouais. Voilà. Donc concrètement, tu aurais, je sais pas, toutes les fringues Primark qui coûteraient 10 € de plus, donc j'imagine seraient reversées à l'État, et qui du coup vous subventionnerait vous, et où du coup vous pourriez baisser de 10 € toutes vos fringues, si je caricature. Voilà. C'est exactement ça. Si on caricature un peu, c'est exactement ça l'idée, ouais. C'est ça. Trop bien. Bah ouais, on serait chaud. On serait chaud parce que nous, on fabrique en France et au Portugal uniquement avec du coton bio. On utilise le moins de matières synthétiques possible, et quand on le fait, on justifie le pourquoi, et c'est vraiment pour des questions de durabilité derrière. Donc oui, face à ça, ce serait une façon de corriger ce que nous on appelle la prime au vice, c'est-à-dire cet avantage concurrentiel à mal faire qui est dans le textile. À polluer, pour être très simple,
beaucoup plus facile de gagner beaucoup d'argent en faisant fabriquer des vêtements au Bangladesh, au Vietnam et en Chine que de le faire au Portugal, en France ou en Italie. C'est une sorte de rééquilibrage de la concurrence envers les entreprises éthiques et en contre les entreprises qui sont moins disantes au niveau social et écologique. Ouais. Pour vous donner une idée, sur un t-shirt de poids équivalent en coton pas bio fabriqué au Bangladesh d'une marque de fast fashion, bah, ça a un coût environnemental 3 fois plus élevé que votre t-shirt phare. Alors que les deux, c'est un t-shirt, quoi. Bah, merci Clément. Avec plaisir Pierre, merci à toi. Si vous rêvez d'un monde avec des milliers de projets géniaux comme Loom, vous pouvez mettre vos sous à la Nef, qui est partenaire de ce podcast, et votre épargne pourra soutenir peut-être le prochain Loom, des dizaines en tout cas de projets écolos, solidaires et culturels inspirants. Pour ça, rendez-vous sur t.ly/lanef ou cliquez sur le lien en description. Merci beaucoup Clément, ciao tout le monde, à dimanche prochain. Merci.